Le train filait à 200 km/h, un serpent d'acier invincible traversant les plaines verdoyantes de la Normandie, quand Thomas sentit le monde basculer. Son siège réservé, le premier de la voiture première classe, avec vue imprenable sur les champs ondulants, était occupé par un inconnu aux cheveux ébouriffés et au regard insolent, un sac à dos usé calé entre ses genoux comme un trophée volé. « C'est à moi, ça » grogna Thomas, la voix rauque de fatigue et de pouvoir accumulé, mais l'inconnu se contenta de hausser un sourcil, un sourire narquois aux lèvres. « Pas ce soir, monsieur le roi des rails. Le destin a d'autres plans. » Et une minute plus tard, dans un hurlement de frein qui déchira l'air comme un cri primal, tout le train s'arrêta net, projetant les passagers contre les sièges, les cœurs contre les cages thoraciques. Les lumières vacillèrent, l'obscurité fondit sur eux comme une marée noire, et Thomas, magnate impitoyable des chemins de fer français, se retrouva plaqué contre l'épaule de cet intrus Kevin, comme il l'apprendrait bientôt, un corps chaud et rebelle qui sentait le sel de la mer et la révolte contenue. Dans ce chaos suspendu, au milieu des murmures paniqués et des éclats de verre brisés au loin, Thomas sentit pour la première fois depuis des années son armure de milliardaire se fissurer, révélant non pas de la peur, mais un désir brut, interdit, qui le consumait déjà. Paris s'éloignait derrière eux, une silhouette floue de tours et de lumière, tandis que le TGV, ce joyau de la technologie française que Thomas avait lui-même contribué à forger à coups de contrats juteux et de nuits blanches, gisait maintenant immobile sur les rails, comme un géant terrassé. Thomas Duval, 42 ans, PDG de Rail France, l'homme qui avait transformé les lignes ferrées en veine d'or pour l'économie hexagonale, n'avait pas prévu cela. Son voyage de routine vers Deauville, pour une réunion avec des investisseurs qataris, devait être une formalité, un café noir, un dossier financier à relire, et l'illusion d'un contrôle absolu sur un monde qu'il avait dompté. Mais Kevin, 28 ans, backpacker errant d'une vie en miettes, originaire d'un petit village breton où les rêves se noient dans la pluie, avait osé s'asseoir là, défiant non seulement le billet premium de Thomas, mais l'ordre même des choses. « Vous avez vu ça » murmura Kevin, son accent du Finistère roulant comme des vagues sur des galets, tandis que les annonces crachotaient des excuses lénifiantes, « panne technique, veuillez patienter ». Thomas, encore essoufflé contre lui, leva les yeux. Les autres passagers s'agitaient, sortaient leur téléphone, composaient des numéros furieux. Mais eux deux, coincés dans cet espace confiné, étaient comme isolés dans une bulle de tension électrique. « Oui, j'ai vu. Et je vais le réparer », répondit Thomas d'une voix qui se voulait autoritaire, mais qui trahissait une fêlure. Kevin rit doucement, un son bas et moqueur qui fit frissonner Thomas malgré lui. « Réparer ? Comme vous réparez tout avec votre argent ? Ce train n'est pas une machine, monsieur. C'est un cœur qui bat. Et il vient de s'arrêter pour une raison. » Les minutes s'étirèrent en heures. Les contrôleurs passèrent, distribuant des excuses et des bouteilles d'eau tiède. Thomas, habitué aux jets privés et aux limousines, se surprit à apprécier ce tête-à-tête forcé. Kevin raconta des bribes de sa vie, un père pêcheur alcoolique, une mère disparue trop tôt, des jobs précaires à Paris qu'il avait usés jusqu'à l'os. Il voyageait sans but, chassant les fantômes de ses amours passés à un ex qu'il avait quitté pour un artiste plus inspirant, laissant Kevin avec des cicatrices invisibles. Thomas écouta, fasciné, oubliant presque son propre empire. Lui, l'enfant de la banlieue lyonnaise, monté en grade par pure volonté, avait sacrifié ses tendresses sur l'autel du succès. Marié jadis à une femme trophée pour les apparences, divorcé dans l'ombre, il n'avait jamais osé explorer ce vide au creux de sa poitrine, ce désir pour des corps d'hommes qui le hantaient en secret depuis l'adolescence. La nuit tomba dehors, un manteau d'étoiles sur les champs endormis. Le train, réparé provisoirement, repartit en sursaut, mais Thomas et Kevin restèrent assis côte à côte, le sac à dos de l'un contre la mallette en cuir de l'autre. « Pourquoi avez-vous pris ma place » demanda enfin Thomas, la voix plus douce. Kevin haussa les épaules, ses yeux verts pétillants dans la pénombre. « Parce que j'en avais marre d'être invisible. Et vous, avec votre costume sur mesure, vous aviez l'air d'avoir besoin d'un électrochoc. » Ils rirent, un rire complice qui brisa la glace. À Deauville, au lieu de se séparer, Kevin accepta l'invitation impulsive de Thomas, un dîner dans un hôtel surplombant la mer, pour discuter du destin des trains. Les jours suivants furent un tourbillon. Thomas, annulant ses réunions, emmena Kevin dans les ruelles pavées de Deauville, où les villas Belle Époque murmuraient des secrets d'amours interdites. Ils marchèrent sur la plage, pieds nus dans le sable froid, parlant de tout et de rien, des romans de Proust que Thomas feignait d'aimer, des chansons de Barbara que Kevin fredonnait d'une voix rauque. La première nuit, dans la suite somptueuse de l'hôtel, ce fut un baiser volé sous la pluie battante, lèvres salées par les embruns,
mains hésitantes qui exploraient des territoires inexplorés. Thomas, pour la première fois, se sentit vivant, vulnérable, aimé non pour son pouvoir, mais pour la faille qu'il cachait si bien. Mais l'amour, en France comme ailleurs, n'est jamais linéaire, il serpente comme les voies ferrées que Thomas dominait. De retour à Paris, dans l'appartement haussmannien surplombant la Seine, leur idylle s'épanouit en un feu dévorant. Kevin, hébergé par Thomas, découvrit un homme tourmenté, des nuits où Thomas se réveillait en sueur, hanté par le souvenir d'un frère aîné, mort dans un accident de train il y a 20 ans, un drame que Thomas avait étouffé pour protéger l'image de son empire. « C'était ma faute », confia-t-il un soir, la tête sur les genoux de Kevin. « J'étais censé le rejoindre ce jour-là. Si j'avais été là, » Kevin l'enlaça, murmurant des mots tendres en breton, une langue de marin qui apaisait les tempêtes intérieures. Pourtant, les ombres planaient. Thomas, magnate impitoyable, avait des ennemis, un rival, Laurent Moreau, un homme d'affaires véreux qui convoitait les lignes à grande vitesse vers l'Espagne. Laurent, avec son sourire carnassier et ses connexions politiques, avait flairé la faiblesse de Thomas. Et Kevin? Il portait son propre fardeau. Ce backpacker n'était pas si innocent, endetté jusqu'au cou par un frère toxicomane, il avait accepté un job freelance douteux à infiltrer les cercles de Thomas pour Laurent, en échange d'une somme qui effacerait ses dettes. Juste des infos anodines, s'était-il dit. Mais l'amour l'avait piégé, transformant la trahison en poison lent. Le conflit éclata lors d'une soirée mondaine au Fouquet's, sous les lustres cristallins et les rires faux de l'élite parisienne. Thomas, rayonnant au bras de Kevin présenté comme un consultant en durabilité ferroviaire, un mensonge charmant, ignora les regards en coin. Mais Laurent s'approcha, champagne en main, et glissa à l'oreille de Kevin, « N'oublie pas notre accord, mon beau. Ou ton frère ira en tôle. » Kevin pâlit, mais Thomas, sentant le malaise, l'entraîna dehors, dans la nuit automnale bruissante de feuilles mortes. « Qu'est-ce qui se passe » exigea-t-il, les yeux fous de jalousie et de peur. Kevin craqua, les mots jaillissant comme un torrent, l'espionnage, les dettes, la promesse brisée dès le premier baiser. La trahison frappa Thomas comme un déraillement. Il repoussa Kevin, le cœur en lambeaux. « Tu m'as utilisé, comme tous les autres, hurla-t-il, la voix brisée par des sanglots qu'il n'avait pas versés depuis l'enfance. Kevin, les larmes aux yeux, supplia, « C'était avant toi, Thomas. Avant nous. Je t'aime, bordel. » Mais Thomas, aveuglé par la douleur, claqua la porte de leur vie commune. Les semaines suivantes furent un enfer, Thomas plongé dans le travail, signant des contrats vengeurs contre Laurent, Kevin errant dans les rues de Paris, hanté par le fantôme de leur amour. Le chaos survint un mois plus tard, sur la ligne Paris-Marseille, un soir d'orage. Thomas, en pleine inspection, reçut un appel anonyme, sabotage sur les rails, orchestré par Laurent pour couler Rail France. Le train, bondé de familles et de touristes, filait vers le désastre. Thomas, dans son bureau roulant, ordonna l'arrêt d'urgence, mais il était trop tard. Le convoi dérailla légèrement, wagons tordus comme des accordéons, hurlements et chaos. Thomas, projeté au sol, vit dans un flash sa propre mort approcher et avec elle, le regret de Kevin. Miraculeusement, les blessés furent peu nombreux. Au milieu des décombres, sous la pluie torrentielle, Thomas trouva Kevin. Celui-ci, averti par un instinct amoureux, avait sauté dans un taxi pour le rejoindre, arrivant juste à temps pour aider à évacuer les passagers. « Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça », murmura Kevin, couvert de boue, serrant Thomas contre lui tandis que les sirènes hurlaient. Laurent fut arrêté cette nuit-là, son empire de mensonges effondré. Mais pour Thomas et Kevin, c'était la fin d'un chapitre, le début d'un autre. Dans les mois qui suivirent, leur réconciliation fut lente, tissée de pardons murmurés et de nuits où les corps se racontaient ce que les mots ne pouvaient. Thomas, libéré de son armure, fonda une fondation pour les victimes d'accidents ferroviaires, honorant son frère perdu. Kevin, débarrassé de ses chaînes, écrivit un roman sur un amour né d'un siège volé, un best-seller qui toucha des cœurs brisés à travers la France. Ils s'installèrent à Deauville, dans une maison face à la mer, où les trains lointains rappelaient que la vie, comme les rails, pouvait dérailler mais toujours repartir. Et un soir, assis sur leur balcon, Thomas prit la main de Kevin, « Tu m'as volé mon siège, et tu m'as rendu mon âme. » Kevin sourit, ce sourire narquois du premier jour. « Et toi, tu as arrêté le train de ma vie pour le remettre sur les bons rails. » Sous les étoiles normandes, leur amour, humain et imparfait, brillait plus fort que n'importe quel empire. Les premiers signes de cette passion inattendue s'étaient manifestés bien avant le baiser sous la pluie de Deauville.
Retournons à ce train arrêté, cette nuit où le monde de Thomas avait vacillé non pas sous le poids d'un empire, mais sous celui d'un regard. Après l'arrêt brutal, tandis que les ingénieurs s'affairaient dans les entrailles mécaniques du TGV, Thomas et Kevin avaient partagé un silence chargé, rompu seulement par le tic-tac distant d'une montre et les murmures étouffés des autres voyageurs. Thomas, les mains tremblantes, avait fouillé dans sa mallette pour en tirer un flacon de cognac miniature, un vice de luxe qu'il gardait pour les crises. « Tenez » dit-il en tendant le verre à Kevin, qui le refusa d'un geste las. « Non, merci. J'ai appris à affronter les tempêtes à jeun. Ça rend les lendemains plus clairs. » Cette réponse, si simple, avait touché une corde sensible chez Thomas. Lui qui noyait ses doutes dans le whisky single malt, qui commandait des nuits blanches à coups de pilule, se vit soudain reflété dans les yeux verts de cet inconnu. Kevin n'était pas beau au sens conventionnel, ses traits étaient irréguliers, son nez légèrement busqué par une bagarre d'adolescence, ses cheveux châtains en bataille comme s'il défiait le peigne. Mais il y avait en lui une vitalité brute, une sensualité instinctive qui faisait palpiter l'air autour de lui. Thomas, hétérosexuel revendiqué pour les apparences sociales, sentit un trouble monter, un feu qu'il avait toujours réprimé, classé comme une anomalie passagère. « D'où venez-vous » demanda Thomas pour briser le malaise, sa voix professionnelle reprenant le dessus. Kevin s'adossa au siège, étirant ses jambes longues dans l'espace exigu. « De nulle part, et de partout. Dernièrement, Quiberon. Le vent là-bas, il te fouette le sang, te rappelle que t'es vivant. Et vous ? Paris, j'imagine, avec ce costume qui coûte plus cher que mon loyer annuel. » Thomas rit, un rire forcé au début, puis sincère. Lyon, à l'origine. Mais Paris m'a avalé. C'est une ville qui dévore les âmes, vous savez ? Kevin hocha la tête, ses yeux s'assombrissant. Je sais. Elle m'a mâché et recraché. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, non ? Pour la douleur qu'elle inflige, et le plaisir qu'elle promet. Le train redémarra enfin, un grondement sourd qui vibra dans leurs os. Deauville approchait, ses lumières tamisées comme un phare dans la nuit. Thomas, impulsif pour la première fois depuis des lustres, proposa « Descendez avec moi. Laissez-moi vous offrir un verre. » Pour le siège volé. Kevin hésita, son regard fouillant celui de Thomas comme pour y lire une vérité cachée. Puis, avec un haussement d'épaule fataliste, « D'accord. Mais seulement si vous promettez de ne pas me facturer l'alcool. » L'hôtel Normandie, avec ses tourelles gothiques et son hall lambrissé d'acajou, semblait sorti d'un roman de Maupassant. Thomas signa pour une suite supplémentaire, prétextant un « consultant imprévu ». Dans le restaurant, sous les chandeliers qui dansaient sur les cristaux, ils commandèrent des huîtres de Cancale et un Sancerre frais. Kevin, mal à l'aise dans son jean élimé au milieu des serveurs en smoking, se détendit peu à peu, racontant des anecdotes bretonnes, des fêtes de pardon où la mer se mêle à la danse, des légendes de sirènes qui enlèvent les cœurs des marins solitaires. Thomas, captivé, oublia son téléphone qui vibrait sans cesse de messages urgents de son assistante. « Et vous, Thomas Duval » demanda Kevin, prononçant le nom comme une caresse. « Derrière le magnate, qui se cache-t-il » Thomas avala une gorgée de vin, le liquide âpre sur sa langue. Un garçon qui rêvait de train miniature dans sa chambre à HLM. Mon frère aîné, Paul, m'emmenait sur les gares de Perrache. Il disait que les rails, c'était la liberté, droit devant, sans bifurcations inutiles. Sa voix se brisa légèrement, et Kevin posa une main sur la sienne, un geste si naturel qu'il en fut électrisant. « Il est parti » murmura Kevin. Thomas hocha la tête. Accident. Train percuté par un camion. J'avais 16 ans. Depuis, je construis pour qu'on n'oublie jamais. La soirée s'étira jusqu'à l'aube. Sur la plage, le vent salin fouettait leurs visages tandis qu'ils marchaient, épaules se frôlant. Kevin ramassa un coquillage lisse, le glissa dans la paume de Thomas. Pour te rappeler que la mer efface tout, même les cicatrices. Thomas, le cœur battant, attira Kevin à lui. Leurs lèvres se rencontrèrent sous l'averse soudaine, un baiser vorace, désespéré, où le goût du sel se mêlait à celui des larmes retenues. Pour Thomas, ce fut une révélation, l'amour n'était pas une transaction, mais un déraillement volontaire. Les jours à Deauville devinrent une bulle enchantée. Ils louèrent un vélo tandem, sillonnant les planches en bois de la promenade, riant comme des adolescents. Thomas, abandonnant son rôle de tycoon, apprit à Kevin les subtilités du pouvoir, les affaires, c'est comme l'amour. Il faut savoir quand accélérer, quand freiner. Kevin, en retour,
lui montra la beauté des choses simples, un pique-nique de crêpes au sarrasin sur le sable, une nuit à compter les étoiles, nus sous une couverture, leurs corps entrelacés dans une danse lente et fiévreuse. Mais déjà, les fissures apparaissaient. Kevin, lors d'un appel discret dans la salle de bain, parlait à voix basse de « l'affaire en cours ». Thomas, ignorant tout, se perdait dans la contemplation de cet homme qui avait volé plus qu'un siège, son cœur. À Paris, leur retour fut marqué par une passion redoublée. L'appartement de Thomas, avec ses baies vitrées sur les toits incés, devint leur sanctuaire. Ils faisaient l'amour avec une urgence qui frôlait la violence, corps en sueur contre les draps de soie, murmure en français mêlé à des cris bretons. « Je t'aime », avoua Thomas un matin, les yeux dans ceux de Kevin. Celui-ci, le cœur serré par le mensonge qui le rongeait, répondit « Moi aussi. » Plus que tu ne l'imagines. Pourtant, le passé de Kevin le poursuivait comme un train fantôme. Son frère, Julien, un drogué en rémission précaire, avait accumulé des dettes chez des prêteurs usuraires. Kevin, pour le sauver, avait contacté Laurent Moreau via un ami d'enfance un job facile, disait-on, observer Thomas, noter ses habitudes, ses faiblesses. Juste des yeux et des oreilles, avait promis Laurent lors de leur rencontre dans un café anonyme du Marais. Mais Kevin, tombé amoureux, avait saboté la mission dès le début, inventant des rapports vides. Laurent, suspicieux, resserra l'étau, apporte-moi du concret, ou Julien paie. Thomas, de son côté, affrontait ses propres démons. Lors d'un gala à l'Opéra Garnier, il présenta Kevin comme son partenaire, un geste courageux dans les cercles conservateurs où il évoluait. Les applaudissements furent polis, mais les murmures venimeux suivirent, Duval et son petit protégé ? Ça ne durera pas, Thomas, ivre de fierté et de vin, ignora les piques, mais Kevin, sensible au regard, se crispa. Il te juge à travers moi, murmura-t-il plus tard, dans la loge obscure. Thomas l'embrassa fougueusement, qu'ils aillent au diable. Tu es mon vrai billet pour l'éternité. Le conflit couvait, prêt à exploser. Une nuit, Thomas surprit Kevin en train d'éplucher ses dossiers sur l'ordinateur, prétextant une recherche pour son roman. Le doute s'insinua, poison lent. Kevin, rongé par la culpabilité, décida de tout avouer mais le destin, ce farceur, intervint. Un appel de Julien, overdose imminente sans l'argent. Kevin céda, transmettant une info mineure à Laurent, le planning d'une inspection sur la ligne Marseille. Il se jura que c'était la dernière fois. Mais l'amour, ce rail glissant, menait inexorablement au précipice. Paris, ville des amours impossibles, déployait ses tentacules autour d'eux comme un amant jaloux. Thomas et Kevin naviguaient dans ce labyrinthe de lumière et d'ombre, leur journée rythmée par le pouls effréné de la capitale. Thomas, de retour à son bureau de la Tour Rail France près de la gare de Lyon, passait ses matinées en visioconférence avec des actionnaires british, négociant des fusions qui valaient des milliards. Kevin, quant à lui, errait dans les cafés du quartier latin, griffonnant des notes pour son roman, un récit semi-autobiographique sur un vagabond qui trouve l'amour dans un compartiment de train. « C'est toi, l'inspiration », confiait-il à Thomas lors de leur pause déjeuner aux Zinc du Procope, où il dévorait des croque-monsieur en se tenant la main sous la table, défiant les regards curieux. Leur intimité s'approfondissait, passant des étreintes passionnées à des confidences qui liaient leurs âmes. Une après-midi pluvieuse, blotti sur le canapé de l'appartement, Kevin raconta son premier amour, un garçon du village, marin, aux yeux bleus comme l'Atlantique, qui s'était suicidé après un coming-out rejeté par sa famille. J'ai vu son corps sur la plage, lavé par les vagues. Depuis, je fuis les attaches, de peur de briser ou d'être brisé. Thomas, les larmes aux yeux, l'enlaça plus fort. Avec moi, tu ne fuiras plus. Je te protège, Kevin. Comme les rails protègent le train. Mais Thomas mentait à lui-même, son empire était un colosse aux pieds d'argile, menacé par Laurent Moreau, qui multipliait les coups bas fuite dans la presse sur des pots de vin présumés, plaintes d'écologistes contre l'expansion des lignes TGV. La trahison de Kevin, ce ver tapi dans la pomme, grandissait en silence. Chaque nuit, après l'amour, tandis que Thomas dormait, Kevin fixait le plafond, hanté par les messages codés de Laurent, besoin de plus. Ou Julien saute du pont. Il envoya un rapport falsifié sur une vulnérabilité imaginaire dans le système de signalisation, espérant apaiser le maître chanteur. Mais Laurent, renard rusé, flairait le manège. Lors d'une rencontre clandestine dans un bar à Absinthe du 11e arrondissement, il confronta Kevin, « Tu tombes amoureux, hein ?» Pathétique. Thomas Duval n'est qu'un requin en costume. Utilise-le, ou je te noie avec ton frère.
Kevin, les poings serrés, quitta le lieu en jurant intérieurement, c'était fini. Il bloqua le numéro, mais le mal était fait et les graines du sabotage étaient semées. Leur relation, malgré ses ombres, fleurissait en moments de pure poésie. Un week-end, ils s'échappèrent à Giverny, chez Monet, où les nénuphars flottaient comme des rêves sur l'étang. Thomas, oubliant son Blackberry, cueillit une fleur pour Kevin, la glissant dans ses cheveux. « Tu es mon impressionniste, tu peins ma vie en couleurs. » Ils firent l'amour dans l'herbe haute, sous le soleil filtré par les saules, corps fusionnés dans une symphonie de souffles et de caresses. Kevin, pour la première fois, se sentit entier, aimé sans condition. Mais le soir, de retour à Paris, un appel de Julien brisa l'illusion. « Frangin, il me cherche. Aide-moi. » Kevin, le cœur déchiré, promit l'argent de l'argent qu'il n'avait pas, sauf via Laurent. Le conflit interne de Kevin culmina lors d'une dispute futile. Thomas, stressé par une audite hostile, rentra tard, oubliant leur anniversaire de rencontre au ce fameux train arrêté. Kevin, cuisinant un bœuf bourguignon en guise de surprise, explosa « Tu vis pour tes rails, pas pour nous. » Thomas, épuisé, rétorqua « Et toi, tu vis pour quoi? Tes rêves de bohème qui ne mènent nulle part ?» Les mots blessants volèrent comme des éclats de verre, et Kevin, dans un élan de rage, avoua une partie de la vérité « J'ai des dettes, Thomas. Mon frère il me tue à petit feu. » Thomas, adouci, l'étreignit « On va régler ça ensemble. Je paie. » Mais Kevin, terrifié par l'ampleur du mensonge, se tut sur Laurent. Bientôt, les signes extérieurs du sabotage apparurent. Des articles dans Le Monde accusaient Rail France de négligence sécuritaire, citant des « sources internes ». Thomas, furieux, lança une enquête, ignorant que le poison venait de son lit. Kevin, rongé par la culpabilité, commença à s'éloigner, nuit solitaire dans des auberges bon marché, prétextant l'écriture. Thomas, sentant le vide, sombra dans le doute, était-ce la passion qui s'essoufflait, ou un secret plus sombre? Le point de non-retour arriva au gala du Fouquet's. Vêtu d'un smoking Tom Ford, Thomas rayonnait, Kevin assombra dans un prêt-à-porter élégant qui masquait à peine son malaise. Laurent, en face d'eux, leva son verre avec un sourire de serpent, à l'amour qui déraille. Plus tard, dans les toilettes dorées, il coinça Kevin, la ligne Marseille. Tu m'as donné le timing. Parfait. Demain, le train de Thomas s'arrête pour de bon. Kevin, blême, murmura, c'est fini, Laurent. Laissez-moi tranquille. Mais le chantage reprit de plus belle. Dehors, sous la pluie fine de l'avenue des Champs-Élysées, Thomas attira Kevin dans un renfoncement. Qu'est-ce qui te ronge? Parle-moi. Les mots jaillirent alors, un torrent de confessions, les dettes, le frère, l'accord avec Laurent, les rapports envoyés. Thomas recula comme frappé, le visage déformé par la trahison. Tu m'as vendu? À lui? Pourquoi, une poignée de billets? Kevin pleura, s'agenouillant presque, c'était avant nous. J'ai tout arrêté, je te jure. Je t'aime, Thomas. Pardonne-moi. Mais Thomas, le cœur en cendres, le repoussa, sors de ma vie. Tu n'étais qu'un passager de passage. Les jours suivants furent un cauchemar. Thomas, zombie dans son bureau, ordonna la sécurité renforcée sur toutes les lignes. Kevin, évincé de l'appartement, erra dans les rues, dormant chez des amis, hanté par l'image de Thomas brisé. Il tenta de contacter Laurent pour tout annuler, mais le piège se refermait. Et sur la ligne Paris-Marseille, le destin attendait son heure. La trahison, une fois révélée, empoisonna l'air entre eux comme un gaz invisible. Thomas, barricadé dans son pantouse haussmannien, passa des nuits blanches à relire les emails interceptés par ses enquêteurs privés ou ses messages codés entre Kevin et Laurent, froids comme des contrats d'assassinat. Comment ai-je pu être si aveugle, se murmurait-il, le visage dans les mains, entouré de dossiers qui ne comblaient plus le vide. Son empire, Rail France, vacillait sous les attaques médiatiques orchestrées par Laurent, un scandale sur des lignes vieillissantes, des employés licenciés pour « économie », des écologistes protestant contre l'empreinte carbone des TGV. Thomas ripostait en justice, mais intérieurement, il saignait. Kevin, de son côté, sombra dans une spirale de remords. Chassé de l'appartement, il trouva refuge dans une chambre de bonne au cœur du Marais, un grenier aux poutres apparentes où l'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle de ses larmes. Il écrivit frénétiquement, des pages et des pages sur un amour déchu, mais les mots ne guérissaient pas. Julien, son frère, sauvé temporairement par un versement partiel, le harcelait, « T'as merdé, hein ?»
Trouve plus d'argent. Kevin, désespéré, tenta de joindre Thomas des dizaines de fois, appels non répondus, messages effacés sans lecture. Je t'en supplie, écoute-moi. C'était une erreur. Notre amour n'était pas un mensonge. Paris, indifférente, continuait son ballet effréné. Thomas assista à une réception à l'Élysée, serrant des mains présidentielles avec un sourire plaqué, mais son esprit vagabondait vers Deauville, vers ce baiser salé sous la pluie. Il confia ses tourments à son vieil ami, un psychanalyste discret nommé Henri. J'ai aimé un homme, Henri. Vraiment aimé. Et il m'a trahi comme un vulgaire espion. Henri, sage comme un philosophe stoïcien, répondit, l'amour n'est pas une ligne droite, Thomas. C'est un réseau de rails, avec des embranchements imprévus. Peut-être que cette douleur te mène ailleurs. Mais le destin, ce conducteur imprudent, accéléra vers le drame. Laurent Moreau, sentant la victoire proche, activa son plan final, un sabotage sur la ligne Paris-Marseille, un court-circuit dans le système de signalisation pour forcer un arrêt en pleine nuit, provoquant un déraillement contrôlé qui ruinerait la réputation de Thomas. Des complices internes, soudoyés, placèrent les charges. Kevin, averti par un contact repentant chez Laurent, comprit l'horreur, le train de nuit emmenait Thomas lui-même, en inspection surprise. Le cœur battant, Kevin sauta dans un taxi, filant vers la gare de Lyon sous un ciel orageux qui crachait ses tripes. Plus vite, hurla-t-il au chauffeur, les ongles enfoncés dans les sièges. Il visualisait le pire, wagon disloqué, cri dans la nuit, Thomas piégé dans les débris. Arrivé à la gare, il apprit que le TGV venait de partir, il était trop tard. Dans un sursaut de folie, Kevin loua une voiture, slalomant sur l'autoroute A6, phare balayant la pluie comme des lames. Son téléphone sonnait, Julien, encore, mais il l'ignora. Seul comptait Thomas. À mi-chemin, près d'Avignon, l'appel d'urgence crépita sur les ondes radio, déraillement sur la ligne, train arrêté en urgence, blessé léger. Kevin accéléra, les pneus hurlant sur l'asphalte mouillé. Il arriva sur les lieux une heure plus tard, un chaos illuminé par les gyrophares bleus, grues géantes, secouristes en gilets fluorescents, passagers à gare enveloppés dans des couvertures. L'odeur de métal tordu et de terre remuée lui souleva le cœur. Et là, au milieu, Thomas, couvert de poussière, dirigeant les secours d'une voix ferme, mais les yeux vitreux de choc. Thomas, cria Kevin, se frayant un chemin à travers la foule. Thomas se tourna, le visage durci par la trahison, mais adouci par l'épuisement. « Qu'est-ce que tu fous ici » grogna-t-il, tandis que Kevin l'enlaçait malgré les protestations. « Je savais. Pour le sabotage. J'ai essayé de t'avertir, mais, les mots se perdirent dans les sirènes. » Thomas, d'abord rigide, se détendit imperceptiblement, inhalant l'odeur familière de Kevin, sel et révolte. « Tu aurais pu te taire. Me laisser couler. » Kevin secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Jamais. Tu es mon rail, Thomas. Même déraillé, je te suis. » La police arriva bientôt, et Laurent fut appréhendé dans son bureau parisien, preuve à l'appui. Kevin avait tout documenté dans un dernier acte de rédemption, envoyant les fichiers à un journaliste anonyme avant de partir. Les complices chantèrent, l'empire de Moreau s'effondra comme un château de cartes. Thomas, interrogé sur place, protégea Kevin, il m'a sauvé la vie. Sans lui, c'était la fin. Dans l'ambulance qui les emmenait à l'hôpital d'Avignon pour des check-up, ils se tinrent la main, silencieux, le poids du pardon suspendu entre eux. Les semaines de récupération furent un pont fragile vers la guérison. Thomas, en congé forcé, invita Kevin à sa maison secondaire en Provence, une bastide nichée dans les collines de Luberon, où les oliviers centenaires murmuraient des secrets au vent. Là, loin des flashs des médias, ils parlèrent enfin, des mensonges, des peurs, des amours passés qui avaient forgé leurs armures. « J'ai eu peur de t'aimer, parce que l'amour me terrifie », avoua Thomas, assis sous un ciel étoilé, un verre de pastis à la main. Kevin, les yeux dans les siens, moi aussi. Mais la trahison m'a appris que sans risque, il n'y a pas de vrai amour. Leur réconciliation physique fut tendre, presque sacrée, caresse lente dans la piscine turquoise au lever du soleil, corps enlacés sur les draps imprégnés de lavande. Thomas, libéré, confia à Kevin son passé entier, l'enfance modeste, le mariage cham pour plaire à son père homophobe, les nuits solitaires où il fantasmait sur des inconnus dans les saunas discrets de Pigalle. Kevin, en retour, parla de Marin, de la culpabilité qu'il avait chassé de Bretagne. Ensemble, ils pleurèrent, rirent, se guérirent. Mais le chemin n'était pas linéaire. Des rechutes, une dispute sur l'argent de Julien,
que Thomas refusa d'abord de payer, un silence radio quand Kevin repartit à Paris pour finaliser son roman. Pourtant, chaque crise les rapprochait, comme des rails réalignés après un choc. La Provence, avec ses marchés provençaux bruissants de romarin et de thym, devint le creuset de leur renaissance. Thomas, pour la première fois, prit un congé sabbatique un mois entier, un luxe qu'il s'était toujours refusé. Il apprit à Kevin les subtilités de la pétanque sur la place du village, riant de ses lancers maladroits, et cuisina des ratatouilles malhabiles qui finissaient en festins improvisés. Kevin, inspiré, acheva son roman « Siège volé », une histoire d'amour gainée d'un hasard ferroviaire, dédicated à Thomas, à celui qui a arrêté mon monde pour le remettre en marche. De retour à Paris, ils affrontèrent le monde ensemble. Thomas, lors d'une conférence de presse, annonça la création de la Fondation Paul Duval, un fonds pour la sécurité ferroviaire et le soutien psychologique des victimes d'accidents, financé par une partie de ses dividendes. « Mon frère m'a appris que les rails ne sont rien sans humanité », déclara-t-il, Kevin à ses côtés, main dans la main sous les flashs. Les médias, friands de rédemption, les acclamaient comme un couple iconique, le magnate et le poète, symbole d'un amour moderne en France post-MeToo. Julien, le frère de Kevin, entra en désintoxication, payé par Thomas sans un mot, un pardon silencieux. Laurent Moreau, condamné à 10 ans pour tentative de sabotage terroriste, pourrissait en prison, son nom effacé des annales des affaires. Kevin, libéré, signa un contrat d'édition mirobolant, son livre devint un phénomène, traduit en 10 langues, touchant des milliers d'hommes qui se reconnaissaient dans cette histoire de trahison et de résilience queer. Leur vie quotidienne, loin des drames, s'installa dans une douceur conquise. Ils achetèrent une maison à Deauville, une villa art déco face aux vagues, où les trains lointains chantaient une berceuse nocturne. Les matins commençaient par des cafés sur la terrasse, Thomas lisant le Figaro tandis que Kevin esquissait des poèmes sur des serviettes en papier. Les nuits étaient un sanctuaire, amour langoureux, où les corps, marqués par les batailles, se racontaient des promesses éternelles. Un an jour pour jour après le déraillement, ils retournèrent sur les lieux du crime, la ligne Marseille, en TGV banal. Assis côte à côte, billets premium pour eux seuls, ils trinquèrent avec du champagne tiède. « Souviens-toi, tu m'as volé mon siège », taquina Thomas, les yeux pétillants. Kevin rit, l'attirant pour un baiser discret. « Et toi, tu as volé mon cœur. Mais regarde, le train file droit, et nous avec. » Leur amour, humain dans sa fragilité, portait les cicatrices comme des médailles, la trahison avait forgé une confiance plus profonde, le conflit une tendresse infinie. Thomas, autrefois magnate solitaire, apprit l'humilité, Kevin, vagabond éternel, trouva un foyer. Dans ce France des contradictions laïques et passionnées, modernes et ancrées, ils incarnaient l'espoir, que l'amour, même déraillé, puisse toujours repartir, plus fort, vers des horizons infinis. Et ainsi, sous les étoiles d'une Normandie apaisée, Thomas murmura un soir, enlacé à Kevin, « Le train s'est arrêté pour nous laisser monter ensemble. Pour toujours. » Kevin, le sourire narquois aux lèvres, répondit, « Et il ne s'arrêtera plus. Promis. »